C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bienvenue sur Direct Citoyen pour ce nouveau débat, cette nouvelle interview. Alors déjà, je vais saluer tous les amis qui vont nous rejoindre en direct sur la page Facebook. Je les invite bien sûr à s'abonner, à partager et à réagir au propos de notre intervenant de ce soir. Je remercie Nour qui m'a donné un coup de main pour l'organisation de ce débat. Et sans plus attendre, on va commencer. Donc ce soir, on va recevoir Charles-Henri Gallois, qui est président du parti Génération Frexit et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Et puis, bien sûr, on va revenir sur l'actualité chargée de cette journée et des derniers jours. Alors, Charles Galois, peut-être un petit mot d'introduction pour commencer. Bonjour, je voulais juste vous corriger sur le thème parti, parce que Génération Frexit ne se conçoit pas comme un parti électoraliste traditionnel, mais plus comme un mouvement, parce que le but est d'influencer les idées dans la politique, plus que de créer un énième parti ou une énième chapelle politique. Donc voilà, je tiens à ce qu'on dise plutôt mouvement plutôt que parti Alors, on politique. dira, on dira mouvement, donc le mouvement Génération Frexit. Alors, on va parler donc de l'action de ce mouvement. Alors, peut-être avant de revenir sur l'actualité un peu de ces derniers jours, et notamment l'actualité du jour, actualité malheureusement endeuillée par plusieurs attentats, pas juste un seul. On a eu un attentat ce matin à Nice, donc 3 victimes à ce jour, à cette heure pour le coup, qui sont déplorées, dans une église. Ensuite, on a eu un attentat, tentative d'attentat pardon, à Avignon. On a eu quelqu'un qui a tenté aussi d'agir apparemment à Lyon, à la gare de Lyon-Perrache. On a un attentat contre des agents consulaires en Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment on est arrivé là? Euh, Quelles sont les réponses à apporter, passer le moment d'émotion légitime? On va tout savoir. C'est quoi le problème en fait? Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui à avoir une journée, alors que bien sûr, ça fait suite à l'attentat il y a 15 jours contre Samuel Paty, qui est encore dans les mémoires. Mais en fait, c'est relié, c'est malheureux de le dire, mais c'est relié là aussi à la question de la souveraineté. Et on peut déplorer que ces deux attentats seraient dans l'absolu inévitables, enfin seraient évitables, pardon, si la France était souveraine. Si on reprend le premier attentat de Samuel Paty, il faut savoir que le terroriste en question, c'est quelqu'un qui était un demandeur d'asile tchétchène. Il faut savoir que les autorités locales avaient donné un avis défavorable et que la personne a quand même eu un titre de séjour parce que le problème étant justement que la France n'a plus en main sa politique migratoire dans le cadre d'institutions comme l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Et en fait, la politique migratoire, c'est l'article 67 du TFUE, est complètement décidée au niveau de l'Union européenne. Et le droit d'asile a été complètement dévoyé depuis des années, parce que quand vous regardez les chiffres, le droit d'asile, normalement, c'était quelque chose d'exceptionnel, où on était sûr de cas de recueillir des personnes qui étaient à la fois persécutées et non dangereuses pour la France. Le droit d'asile, il y avait dans les années 50-70, c'était 300 personnes par an. En 2007, les demandes de droit d'asile, on était à 35 000 personnes par an. Et si vous prenez 2019, c'est 132 000 personnes par an demandeurs d'asile. Quand vous avez 132 000 personnes par an, comment est-ce que vous voulez réellement contrôler les personnes qui rentrent et à qui vous donnez le droit d'asile, d'être sûr d'une part qu'elles ne soient pas dangereuses, et en plus vous avez derrière le crochet de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait que de toute façon, il est très difficile de refuser des demandeurs d'asile. Donc cette personne qui était sur le sol français, qui a commis l'attentat contre Samuel Paty, en réalité, elle n'avait absolument rien à faire en France si tout avait fonctionné normalement et si la France était souveraine au niveau migratoire, si la France avait repris le contrôle au niveau migratoire et pouvait décider vraiment de qui a le droit de s'installer en France. Et là, malheureusement, l'attentat à Nice avec deux personnes, on en revient là aussi au cadre européen parce que cette personne, elle est rentrée en Italie en septembre. C'est quelqu'un qui est un illégal, qui n'avait rien à faire en France. Et elle est arrivée en France en octobre parce que la France n'a pas la maîtrise de ses frontières. Et normalement, si on avait un pays qui fonctionne bien et qui avait le contrôle de ses frontières, cette personne-là, elle aurait été contrôlée à l'arrivée en France et il n'y avait aucune raison à ce qu'elle soit en France. Donc, c'est d'autant plus rageant, même si évidemment que l'islamisme radical, et je fais bien la différence entre l'islamisme radical et le reste des Français de confession musulmane, mais ces deux personnes-là,
n'avait rien à faire en France. Ça, c'est le premier grand problème, c'est-à-dire que ces attentats étaient complètement évitables. Une France souveraine qui a repris le contrôle de sa destinée, reprise en main de la politique migratoire, reprise en main de ses frontières, en fait, ces deux attentats ne seraient pas arrivés. Et donc, évidemment, on est dans le recueillement, on est dans l'émotion, mais il faut parfois tirer les leçons de ça et prendre le recul. Et malheureusement, on voit que l'absence de souveraineté de la France fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ces deux cas-là. Et c'est pourquoi il est véritablement urgent de reprendre le contrôle à tous les niveaux, et en l'espèce au niveau migratoire et des frontières. C'est la France, normalement, qui doit décider qui rentre sur son territoire, et après, d'un point de vue migratoire, qui a le droit d'y rester. En l'occurrence, ce n'est plus du tout le cas, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a le droit d'asile, mais on pourrait prendre aussi le regroupement familial. Beaucoup disent que le regroupement familial, certes, c'était en France validé du Giscard d'Estaing, mais dorénavant, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre par une directive européenne, de telle sorte qu'en fait, si vous ne sortez pas de ce cadre européen-là, vous ne pouvez rien faire. Donc tous ceux qui s'excitent à l'extrême droite en disant qu'il faudrait réduire drastiquement les flux migratoires, ou à l'extrême gauche qui disent qu'il faut ouvrir, il faut surtout bien se rendre compte que la politique migratoire n'est plus dans la main de l'État français. Et donc pour décider justement ceci, il faut reprendre le contrôle au niveau migratoire et les frontières, et ça implique évidemment le Frexit. Et justement, alors, on salue tous les amis qui nous ont rejoints sur le direct. N'hésitez pas, les amis, à réagir, à vous abonner à la page et bien sûr à partager le direct. Est-ce que c'est seulement une question de politique migratoire? Parce qu'on a eu des attentats où justement, les personnes en question étaient des Français. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est plus large. Là, en l'occurrence, c'est d'autant plus rageant parce que c'était évitable, mais vous avez raison. Il y a aussi des cas de personnes qui étaient français, et ça, c'est un problème profond qui est la problématique de l'islam radical. Et là-dessus, l'islamisme radical, là-dessus, il faut mener un vrai combat, c'est-à-dire que il faut, si les personnes ont la double nationalité, et on sait que ce sont des islamistes radicaux, il n'y a pas de raison à ce qu'elles restent sur le territoire national. Si les personnes, en revanche, ont la nationalité française, là vous avez raison, uniquement la nationalité française, c'est beaucoup plus délicat. Il faut véritablement mener un gros travail au niveau policier de renseignement pour les empêcher de passer à l'acte et les neutraliser. Et après, il y a toute la problématique des mosquées radicales. On le sait, c'est quand même assez dingue qu'en France, on sait très bien qu'il y a des mosquées radicales qui sont financées depuis l'étranger, par l'Arabie Saoudite, par le Qatar notamment. Et évidemment que ce n'est pas normal en fait de permettre cela, et il faut un contrôle beaucoup plus rude là-dessus, alors que la grande problématique finalement, c'est que ça nuit aussi fortement aux Français de confession musulmane, parce qu'ils pâtissent d'un amalgame qui peut venir de là, alors qu'une immense majorité des Français de confession musulmane sont très bien intégrés en France. En fait, vous avez une minorité qui gangrène d'islamistes radicaux, c'est celle-là à qui on doit faire la guerre en France. Et justement là-dessus, est-ce qu'une France indépendante, c'est une France qui aurait justement peut-être une politique diplomatique différente? Parce qu'on voit que récemment, il y a eu une situation un peu compliquée, notamment avec Recep Erdogan, le président turc, mais beaucoup de pays musulmans, pas tous, mais certains, en tout cas, il y a des manifestations, il y a des appels au boycott de produits français. Est-ce qu'une France totalement indépendante aurait une politique différente à l'égard de ces pays, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, avec lesquels on continue d'entretenir aujourd'hui des liens économiques, on signe des contrats avec eux, on les reçoit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction là-dedans? Au niveau géopolitique, il y a eu plein de fautes de l'État français dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est-à-dire la déstabilisation de la Libye, qui était une erreur dramatique, qui a amené d'ailleurs le flux de réfugiés, on en parle, on ne le dit pas assez. Il y a eu l'erreur de la Syrie également, qui était une erreur catastrophique au niveau de la diplomatie, de la politique étrangère française, qui a alimenté l'islamisme radical dans ces pays-là, alors que c'était des régimes où ce n'était pas le cas, où c'était maîtrisé. Après, c'est un cas complètement différent avec Erdogan, parce que pour le coup, autant on peut, et nous, en tout cas, à Génération Frexit, on le déplore, on peut regretter les ingérences françaises en Syrie et en Libye qui n'avaient pas lieu d'être, comme d'ailleurs l'ingérence américaine en Irak. Mais pour le coup, sur Erdogan, je pense que la France est dans son bon droit, parce que les tensions ne datent pas seulement des caricatures. Déjà, Erdogan n'a pas à se mêler des caricatures qui ont lieu en France. C'est lui qui fait de l'ingérence. Et l'ingérence d'Erdogan ne se limite pas à commenter les caricatures qui ont lieu en France,
puisque Erdogan, c'est lui qui fait de l'ingérence au niveau comment dire, de la mer avec la Grèce. C'est Erdogan aussi qui fait de l'ingérence dans le conflit qui oppose l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Donc en fait, c'est Erdogan finalement qui a le rôle de celui qui fait de l'ingérence et qui se mêle partout de ce qui normalement ne devrait pas le regarder. Et pour le coup, la France est sur la question, en tout cas, des problématiques avec Erdogan et dans le respect du droit international et remplit son rôle. On peut regretter en revanche toutes les ingérences passées qui ont eu lieu et qui clairement n'aident pas à la stabilité de ces régions et qui alimentent les flux, au contraire, de réfugiés qui viennent en France. Alors, on salue les amis qui nous ont rejoints sur le direct. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à partager, bien sûr, à réagir aux propos de notre intervenant. Alors, peut-être au niveau des réponses qui sont apportées par le gouvernement, quelques éléments de réponse. Il y a un projet de loi en ce moment sur le séparatisme qui est en discussion. Ce projet de loi, apparemment, va être amendé. Le président, plusieurs ministres ont dit ce matin que ce projet de loi est renforcé, amendé. Quelles seraient les mesures à prendre dans ce projet de loi pour lutter plus efficacement contre ce risque terroriste? On a l'impression qu'il y a une surenchère quand même de mesures, on va dire, entre guillemets, liberticides. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En fait, il y a beaucoup de cosmétiques là-dedans. Enfin, on voit après l'attentat avec Samuel Paty, c'était délirant. Le premier réflexe des politiciens, ça a été de dire qu'il faut verrouiller les réseaux sociaux et de dire qu'il fallait arrêter avec l'anonymat, sauf qu'ils n'ont absolument rien compris parce que sur Internet, l'anonymat n'existe pas, il n'y a que le pseudonyme qui existe et toute personne, même sous pseudonyme, qui a des propos qui tombent sous le coup de la loi, on peut remonter à lui et l'avoir. Donc c'est une réponse qui est totalement à côté de la plaque, en fait, de la part des politiques. Effectivement, là, ce serait une baisse de la liberté d'expression pour absolument rien. C'est d'autant plus stupide dans le cas précis que justement, la personne en question, le Tchétchène, aurait pu être identifié parce qu'il avait tenu des propos sur les réseaux sociaux en amont de son attentat. Et justement, en fait, on aurait pu le détecter grâce à ça et le fait d'interdire directement ce genre de choses, en fait, on n'aurait jamais pu le détecter ou de manière, disons, beaucoup plus difficile et à l'ancienne sans ça. Donc, c'est des réponses qui sont souvent complètement à côté de la plaque et ils ne vont pas aller au cœur de ça. Comme j'ai dit, sur les financements étrangers des mosquées, je ne crois pas que ça soit à l'ordre du jour. Il y a beaucoup en fait de mesures cosmétiques sur l'émotion, mais on en revient toujours à la même chose. À la fin, il n'y a rien de réellement concret et ça, on peut le déplorer. Alors, on salue Robin là, qui vient de poser une question sur la potentielle union des souverainistes pour 2022. On va aborder le sujet après. Peut-être avant, revenir sur une autre actualité, c'est le confinement qui a été annoncé par le président mercredi dernier. Donc, deuxième confinement. On a eu une première phase de confinement qui avait été plutôt mal vécue par les Français, parce que ça a été un confinement assez brutal, assez radical. Alors, il fallait bien sûr contenir l'épidémie à l'époque et je pense qu'il avait été pris de court. Donc, il y a eu une gestion de l'épidémie, de ce confinement, pardon, qui a été très discuté. D'ailleurs, aujourd'hui, le Premier ministre et des ministres, notamment Agnès Buzyn, sont sous le coup de poursuites pénales. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais on pensait que ce déconfinement serait peut-être un peu mieux géré. On a eu entre le premier confinement et ce nouveau confinement qui va commencer ce soir, on a eu quand même une gestion de crise assez confuse de la part de l'exécutif qui aboutit aujourd'hui à un reconfinement. Alors, reconfinement plus souple apparemment que le précédent, reconfinement quand même. Donc, quel est votre avis là-dessus? Je pense que c'est un fiasco total. Il faut reprendre quand même tout ce qui a été dit. Euh, c'est bien gentil de nous dire on a tout fait, il n'y avait pas le choix en fait, et d'essayer de culpabiliser les Français parce que ça, cette petite musique depuis des semaines, elle est absolument insupportable, qu'il y ait une responsabilité collective, certes, mais au premier rang des responsabilités, il y a évidemment le gouvernement. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, le 14 juillet, expliquait quand même à la télévision française que ils étaient prêts en cas de deuxième vague. On a bien vu. On a bien vu. Et en fait, si son intervention hier était peut-être un petit peu plus digne au niveau de la forme, au niveau du fond, c'était truffé de mensonges.
quand ils nous expliquent en fait que ce n'est pas une question de lits d'hôpitaux ou de réanimation, le fait de confiner, évidemment que si, parce que la France a passé plus de 50% des lits de réanimation qui sont occupés, qu'on doit reconfiner. Et la réalité, c'est que rien n'a été fait à ce niveau-là entre la première vague et la deuxième vague. On a 5800 lits de réanimation. Olivier Véran évoquait l'objectif de 12 000. En fait, il n'y a pas eu un seul lit de plus de réanimation entre la première et la deuxième vague. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a 5 800 lits de réanimation. L'Allemagne en a 28 000. Donc c'est absolument catastrophique. Rien n'a été fait à ce niveau-là. Et c'est criminel. D'ailleurs, on le voit, les pays dans le monde qui n'ont pas confiné et qui ont eu un nombre de morts le plus faible, c'est des pays comme la Corée du Sud et le Japon. Et eux, ils ont un nombre de lits qui est, par habitant qui est 2 à 3 fois supérieur à la France. Et d'ailleurs, il y a les lits de réanimation, mais il y a aussi les lits traditionnels, parce que toutes les personnes qui vont à l'hôpital ne vont pas directement au lit de réanimation. Il est nécessaire d'avoir des lits pour justement recueillir les patients. Et Emmanuel Macron, il a beau dire ce qu'il veut, même des lits conventionnels, il n'y en a pas eu en plus. Il faut savoir qu'entre 1997 et 2017, en 20 ans, la France a supprimé 100 000 lits d'hôpital. Et ça a continué sous Emmanuel Macron. En 2018, il y a eu 4 200 lits supprimés. Et en 2019, 3 200 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait depuis la première vague à ce niveau-là? Ils n'ont rien fait. Et là encore, on en revient à l'aspect de la souveraineté, parce qu'il faut quand même savoir que la France étant membre de l'Union européenne et de l'euro, on est soumis aux contraintes de politique économique et sociale de l'Union européenne et de l'euro. Et chaque année, l'Union européenne, dans ses injonctions, il y a de baisser la dépense publique en France et notamment de baisser les dépenses de santé. Donc là aussi, la corrélation est totale. Et cette crise du Covid-19 a mis en avant le besoin de reprendre le contrôle au niveau sanitaire qu'on a complètement perdu au niveau de l'Union européenne. Il y a un autre élément qui est scandaleux dans son discours. Quand Emmanuel Macron verse des larmes de crocodile en disant non, on ne peut pas se permettre d'avoir, bon, il sort un chiffre du chapeau de 400 000 morts, peut-être, je ne suis pas médecin, mais il nous dit il faut tout faire pour protéger les personnes vulnérables. Le même Emmanuel Macron et son gouvernement, le 29 août, ont signé un décret qui obligeait les personnes vulnérables à retourner au travail, qui leur interdisait le télétravail, qui leur forçait à retourner au travail. D'ailleurs, ça a été cassé, cette mesure-là, par le Conseil d'État le 16 octobre. Donc, quand on a pris un tel décret, il ne faut pas derrière aller à la télé et nous expliquer qu'il a tout fait et qu'ils ont fait tout pour protéger les personnes vulnérables. Ils sont en improvisation totale en réalité. C'est ça la réalité. Donc, c'est absolument catastrophique. Il y a un autre élément qui montre l'amateurisme et le gouvernement d'incapables qu'on a. Il faut savoir que le 12 octobre, le ministre du Tourisme expliquait aux gens, il incitait les Français à partir aux vacances de la Toussaint. Il a dit réservez vos vacances, il n'y aura pas de problème. Et on a appris hier que les Français allaient être confinés le vendredi soir, que les vacances de la Toussaint terminent le dimanche. Donc imaginez tous les Français qui avaient pris des vacances, qui avaient engagé des frais, etc. Et on leur a dit allez-y, il n'y a pas de problème pour les vacances de la Toussaint, vous pouvez y aller. Et ils nous font un confinement entre-temps. Donc ça monte bien, alors qu'il y a 2 semaines, quand on regardait les courbes, tout le monde savait que ça allait augmenter, ou du moins les spécialistes expliquaient que ça allait augmenter, et ils l'ont quand même fait. Donc on voit une improvisation totale à tous les étages et une gestion d'incapables. Pour les personnes vulnérables, c'est pareil. On parle des masques, mais les masques traditionnels, finalement, protègent surtout les autres et ne protègent pas la personne qui les porte. Les masques qui protègent les personnes qui les portent, c'est les masques FFP2, et rien n'a été fait. Est-ce que les masques FFP2 ont été donnés aux personnes justement vulnérables pour les protéger, les personnes âgées, les personnes à risque? Ça n'a pas été fait. Donc on est face à un gouvernement qui, à part les tests, n'a rien fait depuis la première vague, et les tests ont été là aussi très mal faits quand on compare par rapport à des pays comme la Corée et au Japon, parce qu'on avait des queues massives au niveau des laboratoires et des résultats de tests qui arrivaient, j'ai des amis même qui l'ont fait, qui arrivaient 4-5 jours après. Et donc la personne est encore dans la nature parfois à ce moment-là. Donc en fait, il y a une gestion absolument calamiteuse de A à Z, et c'est très facile après d'arriver à la télévision et d'expliquer aux Français que c'est de leur faute, alors que le gouvernement a une responsabilité écrasante dans le fait que la France doit reconfiner. Autre mensonge, quand il disait que tous les pays européens le faisaient, c'est faux. L'Allemagne, qui a mieux géré la crise, n'a pas reconfiné. La Suisse n'a pas reconfiné. La France est le premier grand pays d'Europe, en fait, à reconfiner. Donc ça montre bien le fiasco total de la gestion
qui a été faite. En fait, ils ont tellement été débordés, ils ont tellement fait une gestion à la petite semaine qu'ils se trouvent obligés de reconfiner, mais c'est un échec total. Et cet échec, il aura un coût majeur, parce qu'effectivement, on parle du coût sanitaire, mais il va y avoir une troisième vague, peut-être troisième vague de Covid, si c'est encore aussi bien géré, mais il va y avoir une troisième vague, surtout économique, sociale et même sanitaire. Parce que quand vous êtes avec des hôpitaux qui sont complètement encombrés, ça veut dire que vous repoussez des opérations d'autres personnes, vous repoussez des détections de cancer ou autres, et donc finalement, vous allez avoir des morts, d'autres morts que le Covid du fait de cette gestion calamiteuse, et surtout au niveau économique et social, ça va être effectivement très compliqué. On sait très bien que ce nouveau confinement va amener entre 2 et 4 points de perte de PIB. En plus, vous allez avoir environ 400 000 chômeurs en plus et surtout des professions qui vont être complètement laminées. Je pense évidemment à la restauration, à l'hôtellerie, l'événementiel, tout ce qui est du spectacle. Ces professions-là, mais les petits commerçants indépendants, il y en a énormément qui vont mettre la clé sous la porte. Il ne faut pas croire que c'est anodin. Il y a non seulement un appauvrissement économique, mais qui dit appauvrissement économique dit aussi appauvrissement sanitaire, des problèmes psychologiques, d'obésité et autres. Et là aussi, vous allez le sentir à la fois d'un point de vue économique et sanitaire. D'un point de vue économique, c'est un véritable déclassement de la France. Donc c'est absolument catastrophique et cette gestion aura des conséquences dramatiques pour tous les Français, en particulier pour les jeunes générations. Et ça, c'est dramatique et le gouvernement n'a pas l'air de mesurer, je crois, cette vague économique et sociale qui arrive et qui va être terrible. Parce que vous avez beau avoir des prêts garantis pour un petit commerce ou une entreprise, vous avez beau avoir du chômage partiel, les prêts, il faudra bien les rembourser. Ça ne suffit pas. Vous allez certes avoir le chômage partiel pour vos employés, mais vous allez avoir tout un tas de frais qui continuent de rentrer que vous allez devoir payer. Et donc, vous allez avoir tout un tas de petits commerces qui vont mettre la clé sous la porte. Et ce confinement, pour des libraires, pour des ventes de jouets, des ventes au détail, ça va être catastrophique. Et finalement, ça va profiter à plein régime pour des grandes structures comme Amazon qui, eux, vont pouvoir continuer à exploiter. Donc, il y a vraiment, je suis très inquiet d'un point de vue économique sur les conséquences de cette gestion catastrophique du Covid. Alors, salut les spectateurs qui nous ont rejoints là pour le coup. On les invite à s'abonner, à partager, bien sûr, à réagir. Peut-être un mot sur les réactions du gouvernement. Le gouvernement, on a eu le Premier ministre tout à l'heure à l'Assemblée nationale qui a annoncé 20 milliards supplémentaires justement pour sauver l'économie. Alors, son plan a été adopté par l'Assemblée, mais a été rejeté par le Sénat. Est-ce que ça va être suffisant, cet argent qui est mis sur la table, le chômage partiel, des promesses justement pour accompagner les petits, les PME, tous les indépendants? Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la table et l'impression qu'elle est donnée, c'est que le gouvernement a quand même pris la mesure de la crise, en tout cas sur le plan économique, même si sur le plan sanitaire, on voit que c'est quand même plus compliqué. Non, ce ne sera pas suffisant parce que ne serait-ce que sur ce confinement-là, vous allez perdre entre 50 et 60 milliards de PIB. Donc les 20 milliards ne sont pas suffisants. Le plan de relance qui a été prévu entre les deux vagues de 100 milliards, il y avait des engagements qui étaient déjà prévus. Il y avait le plan de relance européen qui est une catastrophe parce que les 40 milliards dont on nous dit c'est formidable, l'Union européenne va nous donner 40 milliards. Il faut savoir que la France va payer 80 milliards pour récupérer 40 milliards. Donc ça va coûter 40 milliards net à la France, alors que la France pourrait emprunter elle-même à taux négatif. Donc le plan, c'est trop peu par rapport à la perte de PIB. C'est au mieux des micro-amortissements, mais ce n'est pas du tout ça qui va relancer l'activité et ce n'est pas ça qui va empêcher les faillites en cascade qu'on va avoir dans un deuxième temps quand tous les dispositifs d'aide vont s'arrêter. Et comme je l'ai dit, un prêt garanti, c'est bien gentil. Vous pouvez avoir ce prêt garanti pour empêcher d'être en défaut de paiement à court terme, mais il va bien falloir les rembourser. Et tout ceci, ça va être catastrophique. Et la vague économique et sociale sera sans doute pire que la vague sanitaire, malheureusement. Alors justement, peut-être là-dessus, pour revenir un petit peu au cœur du sujet, puisque vous êtes président d'un mouvement, et pas d'un parti, mais d'un mouvement qui s'appelle Génération Frexit. Alors peut-être un mot sur ce mouvement et peut-être la perspective avec la situation actuelle, puisque on a beaucoup entendu parler, notamment lors du premier confinement et de l'arrivée du Covid, on a beaucoup parlé d'un souverainisme économique, d'un souverainisme hospitalier, d'un souverainisme. Et votre mouvement Génération Frexit, alors, veut sortir la France de l'Union européenne, mais est aussi justement un mouvement souverainiste. Peut-être quelques éléments de présentation de ce mouvement.
On peut, Génération Frexit, c'est un mouvement qui veut effectivement sortir la France de l'Union européenne, mais c'est pas sortir pour le sortir. C'est la souveraineté, c'est pas un concept fumeux, c'est l'idée de reprendre le contrôle. J'ai parlé quand je parlais d'attentat de reprendre le contrôle au niveau migratoire des frontières, reprendre le contrôle au niveau sanitaire, reprendre le contrôle au niveau économique et social. Être souverain, c'est rien de plus qu'avoir le contrôle de sa destinée. À l'heure actuelle, la France n'a plus le contrôle de sa destinée. C'est intéressant de voir, effectivement, vous l'avez relevé, il y a eu des très beaux discours sur la souveraineté au moment de notamment la première vague de la crise, en disant il faut de la souveraineté industrielle, il va falloir relocaliser, regarder au niveau sanitaire ou autre. Ça, c'est les discours. Mais dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, vous êtes complètement impuissant. On a encore appris, vous avez peut-être vu une pépite au niveau de la vision nocturne militaire Photonis va être vendue à des Américains. Macron fait des discours sur la souveraineté, mais dans les faits, ce n'est pas empêché ça. On a vu les chantiers de l'Atlantique qui ont passé peut-être sous pavillon chinois. Donc il y a beaucoup de discours, mais dans les faits, il ne se passe rien et il n'y a pas de contrôle à la souveraineté, alors qu'il y a une certaine zone un petit peu de flou en ce moment où l'Union européenne laisse passer plus de choses parce que crise aidant, ils ont beaucoup plus de mal à pouvoir faire respecter les règles. Au niveau de la santé, on le voit, normalement, vous devez, dans le cadre de l'Union européenne, baisser vos dépenses en permanence, mais les règles ont été suspendues à la fin de cette crise, de la première vague du Covid, et l'Italie en a profité pour recruter, par exemple, 15 000 médecins et infirmières. La France, est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que ça a été fait au niveau de la France? Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que Macron l'a fait? Non, ça n'a pas été fait. Et donc voilà, ils n'ont même pas pu profiter de ça, mais en fait, il y a beaucoup de beaux discours là-dessus d'Emmanuel Macron, mais rien n'est fait. Absolument rien n'est fait. Et ça, c'est dramatique. Et cette crise, en fait, est révélatrice de beaucoup de choses. Elle montre, vous savez, l'Union européenne, le traité de Maastricht, ça fait environ maintenant 30 ans. Après 30 ans, on peut faire le bilan. Et ce qu'on voit au bout de 30 ans, c'est que la France a un processus d'effondrement. Et le Covid-19 pour l'Union européenne, c'est un petit peu l'équivalent, c'est le Tchernobyl de l'Union européenne, le Tchernobyl de l'URSS qui a amené l'effondrement de l'URSS, qui a été le symptôme, qui a été le symbole de ça. Je pense que le Covid-19 sera la même chose au niveau de l'Union européenne, ce sera le Tchernobyl de l'Union européenne. Et on va voir cette nécessité de reprendre le contrôle et de reprendre la souveraineté sur absolument tous les domaines. Et ça, c'est évidemment le combat de Génération Frexit. Et nous, on veut le faire d'un point de vue pragmatique. Pour nous, la meilleure façon de reprendre le contrôle et d'obtenir cela au niveau français, c'est de militer ardemment pour obtenir un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et comme j'ai dit, ça fait maintenant 30 ans. Au bout de 30 ans, on peut faire un bilan de ce qui s'est passé. Ça serait légitime d'un point de vue démocratique parce que les conditions d'appartenance ont beaucoup changé. Déjà, au bout de 30 ans, on peut se dire est-ce que c'était bénéfique ou pas. Ça serait normal que le peuple ait le droit de décider. Et en plus, avec le Brexit, avec ce plan de relance européen, on a des coûts pour la France, alors que la France, est un processus d'appauvrissement, on a des coûts exponentiels de l'appartenance à l'Union européenne. Au niveau du budget de l'Union européenne, la France va donner en 2021 13 milliards de plus à l'Union européenne qu'elle reçoit. Le plan de relance va nous engager jusqu'en 2058, ça va coûter 40 milliards d'euros net à la France. Et donc, compte tenu de cette explosion des coûts, compte tenu de la faillite totale de l'Union européenne dans la crise du Covid-19, de la faillite totale de l'Union européenne au niveau des migratoires, des frontières, au niveau économique, au niveau social, il nous paraît légitime d'un point de vue démocratique que les Français aient le droit, et enfin le droit, de s'exprimer s'ils veulent ou non l'appartenance à l'UE. Parce que je rappelle que depuis le début de l'histoire de la construction européenne avec le traité de Rome de 1957, on n'a jamais demandé aux Français s'ils voulaient faire partie de cela. On leur a à chaque fois demandé s'ils voulaient plus ou moins de construction européenne et maintenant plus ou moins d'Union européenne. On ne leur a jamais demandé. Et bien nous, on va se battre pour qu'ils puissent enfin avoir la parole là-dessus et qu'on puisse avoir un vrai débat et que les Français puissent décider s'ils veulent, oui ou non, reprendre le contrôle. Alors, salut tous les amis qui nous ont rejoints sur le live. N'hésitez pas, les amis, à partager, à vous abonner et bien sûr à réagir au propos de Charles-Henri Gallois. Alors, quand on vous écoute, on se dit que ça peut être une perspective intéressante, le Frexit, donc sortir la France de l'Union européenne. Et quand on voit, par exemple, l'exemple récent du Brexit, on peut quand même se poser les questions, puisque l'impression qui est donnée, c'est déjà très compliqué d'arriver au niveau de la procédure à cette sortie de l'Union européenne. Le fameux article 50 qui est souvent invoqué pour ça,
ne dit pas clairement qu'on peut sortir de l'Union européenne, dit plutôt est plutôt conçu pour empêcher les États de sortir et d'entraver cette sortie que de permettre une sortie, sortir de une sorte de divorce à l'amiable entre les États qui souhaitent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que certains Français, en tout cas, pourraient avoir peur des conséquences d'un Frexit, pardon, quand on voit les conséquences en parallèle du Brexit, un des pays qui a quitté l'Union européenne, le premier pays qui a quitté l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui risque de faire peur aux Français, notamment le risque d'un choc économique, d'une dévaluation de la monnaie? Tout ça, c'est des choses qui risquent de faire peur quand même à beaucoup de Français, dont aujourd'hui on voit que voilà, les priorités, c'est aussi l'emploi, c'est ainsi de suite. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une perspective qui vraiment intéresse les Français, la sortie de l'Union européenne? Vous savez comment les Britanniques appelaient ça? Ils appelaient ça le projet de la peur. Et ce qui est bien, en l'occurrence, justement, avec le cas britannique, c'est qu'on peut reprendre une par une toutes ces prophéties d'apocalypse qui avaient été dites aux électeurs britanniques avant qu'ils votent, et on leur avait pas dit, à ce moment de la sortie, on leur avait dit dès le lendemain du vote, si vous votez pour le Brexit, vous allez avoir le chômage qui va exploser, vous allez avoir une récession terrible dès la première année, vous allez avoir les investissements qui vont quitter le Royaume-Uni, vous allez avoir la livre, la monnaie anglaise, britannique qui va se déprécier de façon colossale. Or, toutes ces prophéties se sont avérées complètement fausses. La première année après le référendum, le Royaume-Uni, c'était le pays en plus forte croissance du G7. La livre s'était dépréciée dans un premier temps, mais s'était réappréciée après rapidement. On était à un niveau qui était quasiment le même. Les investissements ne sont pas enfuis. Et le pire pour cela, évidemment, avant crise Covid, le Royaume-Uni avait le plus faible taux de chômage de son histoire avec 3,8%, un chômage qui était passé de 5 à 3,8% et un taux d'emploi qui était là aussi un record à plus de 77%, quand nous en France on est à 65% de taux d'emploi. Donc en fait, toutes ces prophéties d'apocalypse, notamment au niveau économique, se sont révélées complètement fausses. Et justement, le Brexit va montrer que contrairement à tout ce qui est dit pour faire peur finalement aux citoyens, que le Royaume-Uni s'en tirera très bien, et c'est ce que redoutent d'ailleurs les partisans de l'Union européenne, et c'est toutes les difficultés des négociations, parce que ce que redoutent les partisans de l'Union européenne, c'est que le Brexit se fasse, là maintenant c'est fait, mais surtout qu'ils s'en sortent bien, parce qu'ils ont peur justement que ça donne des idées aux autres. Il y a eu des sondages récents qui montraient que 65% des Français voulaient plus de souveraineté au niveau national, même si ça allait empiéter au niveau européen. Vous avez un autre sondage qui a montré que 57% des Français n'ont pas confiance en l'Union européenne. Donc, ils ont peur en fait que ça fasse tache d'huile, et notamment que la France et l'Italie sortent de l'Union européenne. Donc, c'est pour cela que l'Union européenne a adopté une posture absolument délirante dans le cadre des négociations du Brexit, parce que qui a à perdre en fait d'une sortie sans accord, contrairement à tout ce qu'on nous répète dans les médias français? C'est évidemment l'Union européenne, et la France d'ailleurs, et l'Allemagne, parce que l'Union européenne a un excédent commercial de plus de 80 milliards d'euros avec le Royaume-Uni. Donc, s'il n'y a pas d'accord, c'est évidemment quand vous êtes excédentaire, et si le Royaume-Uni met des droits de douane élevés, c'est vous qui allez le plus souffrir. La France est en déficit commercial massif, mais un des rares pays avec lesquels on a un excédent commercial, c'est le Royaume-Uni pour 12,5 milliards. Donc la France a tout intérêt à avoir un accord avec le Royaume-Uni. Et c'est là que la position d'Emmanuel Macron, en fait, est absolument contraire à nos intérêts nationaux, parce que c'était le premier à vouloir faire souffrir le Royaume-Uni pour ne pas donner envie aux autres de sortir. Donc en fait, Emmanuel Macron, il défend plus l'Union européenne que les citoyens français, alors que normalement, si les choses étaient respectées, le premier rôle d'un chef d'État, c'est de défendre les intérêts de ses citoyens. Et c'est tout le contraire que fait Emmanuel Macron. Et je pense, évidemment, il y a des difficultés de négociation, mais je suis beaucoup plus optimiste que ce qui est dit, parce que je pense qu'à la fin, l'Allemagne, qui a un excédent de plus de 40 milliards vis-à-vis du Royaume-Uni, mettra la pression justement aux autres États pour accepter un accord, parce que l'Allemagne a très peur de cette sortie sans accord, que le Royaume-Uni mette des barrières douanières élevées, par exemple, vis-à-vis de son industrie automobile. Et je pense que le patronat allemand mettra la pression à Angela Merkel pour qu'il y ait un accord. Et de ce point de vue-là, pourquoi ça a traîné en longueur? Pour répondre à votre première question, c'est pas une question d'article 50 ou pas, c'est une question de qui négocie. Je rappelle qu'au début, c'était Theresa May qui avait négocié. Or, Theresa May, elle était en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc, elle a été très molle
dans ces négociations et l'Union européenne en a profité, alors que Boris Johnson, dès qu'il est arrivé, il avait dit qu'il était préférable de ne pas avoir d'accord que d'avoir un accord. Et finalement, ça s'est fait très vite d'avoir un accord de sortie. Et là, on est à bout touchant. En fait, plus que le processus, en fait, il faut bien se rendre compte que l'Union européenne ne négocie pas de bonne foi. L'Union européenne, comme j'ai dit, son intérêt, c'est d'avoir un accord, mais elle agit comme une secte ou une mafia, en fait, qui veut punir le membre qui veut reprendre sa liberté. Donc, il faut partir du principe, quand vous sortez, que l'Union européenne ne sera pas de bonne foi. Et la première chose qu'elle va faire le lendemain d'un référendum où vous obtenez la sortie, c'est de vous préparer, de préparer les services au niveau économique en lien avec les entreprises, de vous préparer à une sortie sans accord. Et c'est en étant prêt à une sortie sans accord que vous allez voir que vous obtiendrez un accord. Et justement, alors, on salue tous les amis qui nous ont rejoints sur le direct. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à partager et bien sûr à réagir aux propos de Charles-Henri Gallois sur cette question du Frexit. Alors, qu'est-ce que vaudrait la France toute seule? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même affaire à des puissances, à des États très puissants, des puissances continents, la Russie, la Chine, les États-Unis. On a affaire à des blocs, les pays arabes, les pays d'Afrique. C'est beaucoup plus des blocs que des pays isolés. Alors, la France a des atouts peut-être au niveau militaire. C'est un des seuls pays d'Europe qui a encore une armée fonctionnelle, même si on voit les limites aujourd'hui de cette projection militaire, notamment au Sahel, où la France souhaiterait avoir peut-être plus de coopération européenne. Mais au niveau économique, quand on voit la crise qu'on vit aujourd'hui, qui est sûrement durable, ça va sûrement durer plusieurs années, est-ce que c'est opportun d'envisager de sortir aujourd'hui la France de l'Europe? Parce que la France toute seule, aujourd'hui, que vaut la France toute seule dans ce monde dangereux et menaçant? Déjà, la France ne serait pas seule, ça c'est encore un grand mythe qui est venu. Vous savez, la France, il y avait de la coopération internationale entre les pays européens avant l'Union européenne et il y aura de la coopération internationale après l'Union européenne. Un pays qui sort, il ne se retrouve pas seul. Le Royaume-Uni n'est pas seul. C'est une idée qui est véhiculée mais qui n'est pas fondamentalement sérieuse. Et après, si la France, qui est la sixième puissance économique du monde, ne pourrait pas faire de la coopération internationale avec les autres pays, comme en font les 180 autres pays du monde. Ils doivent tous se suicider. Et contrairement à ce que vous avez dit, les pays arabes ou les pays africains, ou même si on prend le Mercosur, ce ne sont pas du tout des entités régionales aussi supranationales que ne l'est l'Union européenne. Il y aura une Europe émancipée de l'Union européenne, sauf que ce serait différent. En fait, c'est toute la différence entre la coopération internationale et l'intégration supranationale. L'intégration supranationale, c'est quelque chose qui est complètement ringard et inefficace au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est l'intégration supranationale comme l'Union européenne? C'est de se dire sur absolument tous les sujets, même si vous ne partagez pas les mêmes intérêts, vous allez avoir une politique unique. Donc ça ne bénéficie à personne, c'est totalement absurde. C'est ce qui se passe quand vous avez une négociation d'accords commerciaux. Vous avez un commissaire européen qui va négocier pour les 27, sauf que la France n'a pas du tout les mêmes intérêts que l'Allemagne, qui n'a pas les mêmes intérêts que la Pologne, et donc vous avez un accord boiteux qui ne correspond à personne. La coopération internationale, c'est très différent. La coopération internationale, c'est de se dire, sur tel secteur, tel sujet, là où nous partageons des intérêts communs, d'ailleurs avec des pays qui soient européens ou non, on va se mettre ensemble pour peser plus fort. Et la coopération internationale, ça existe hors de l'Union européenne. Si on prend des succès qui sont des captations d'héritage souvent de l'Union européenne, que sont Airbus et Ariane, Airbus et Ariane n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne ou la Commission européenne. C'est de la coopération internationale entre différents États. C'est l'État français avec l'État allemand, avec l'État espagnol, avec l'État britannique, qui se sont dit sur l'aviation, on a des intérêts communs là-dessus, faisons quelque chose ensemble. Et ça existera après l'Union européenne. Il y aura une Europe émancipée de l'Union européenne et la France ne sera pas seule. Et la France, au contraire, rayonnera d'autant plus qu'elle pourra, sur chaque secteur, travailler avec des pays qui partagent les mêmes intérêts. Tous les pays qui marchent dans la mondialisation font ça. L'Union européenne est le dindon de la farce au contraire de la mondialisation et prend des postures finalement qui affaiblissent les différents pays pris individuellement. Et je pense que non seulement la France, mais les autres pays européens seront plus forts après l'Union européenne, parce que je veux bien qu'on soit sur des fantasmes et des projets de la peur de dire qu'on va s'affaiblir, mais encore une fois, c'est ce que je disais, il faut faire le bilan de l'appartenance à l'Union européenne. Et si on prend ce bilan-là, les pays européens qui étaient séparés avant, si on les met en bloc avant l'Union européenne et on les met après, ils se sont considérablement affaiblis. Donc, normalement, en tout cas, c'est comme ça que ça marche en entreprise, quand vous faites un projet, vous regardez quand même, vous faites un post-mortem, vous regardez si ça fonctionne ou pas. Et le projet Union européenne
est une faillite totale. Et en fait, ça serait une entreprise en faillite si on raisonnait au niveau économique. Alors, peut-être une solution intermédiaire entre ceux qui veulent sortir de l'Europe et ceux qui veulent beaucoup plus d'Europe, une Europe fédérale. Est-ce que, moi j'ai entendu parler d'un concept qui est celui de l'Europe des nations, d'une Europe où justement un système plutôt confédéral plus que fédéral, où les États auraient peut-être plus de droits, certaines choses seraient mises en commun, mais en tout cas les États auraient un pouvoir de décision accru et peut-être qu'il n'y aurait plus justement ce côté supranational, au niveau du droit européen, par exemple, peut-être plus une primauté du droit européen sur les droits nationaux. Est-ce que cette idée pourrait vous convenir, cette idée d'une sorte d'Europe intermédiaire entre, on n'est pas dans un système fédéral, on n'est pas non plus dans une sortie de l'Europe qui peut faire peur à beaucoup de Français ou à beaucoup d'autres Européens qui peuvent être un petit peu partagés sur cette perspective? Mais c'est pour ça en fait que la sémantique est importante. Il n'y aura pas de sortie de l'Europe. La France fera toujours partie du continent européen. Et ce que vous décrivez comme l'Europe des nations, c'est exactement ce qui se passera après le Frexit. Parce que le Royaume-Uni, on le voit, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais le Royaume-Uni en tant que nation va continuer à coopérer avec la France, va continuer de coopérer avec l'Espagne. Et donc l'Europe des nations dont vous parlez, finalement, c'est juste de la coopération internationale. L'Europe des nations, c'est ce qui existait avant l'Union européenne. Et donc, évidemment, à partir du moment c'est à partir du moment où vous aurez un Frexit que vous aurez une Europe des nations, mais dans le cadre de l'Union européenne, des traités européens qui pourraient être changés, d'ailleurs requièrent l'unanimité, vous n'aurez jamais un passage de Union européenne à Europe des nations sans faire le Frexit. C'est complètement illusoire. Il faut d'abord reprendre le contrôle, sortir. Après, naturellement, vous allez avoir des coopérations internationales qui vont se faire. Coopération internationale, comme je disais, selon les intérêts de chacun et seulement sur les intérêts qui sont partagés. Et après, la France coopérera d'ailleurs pas seulement au niveau Europe, mais avec le reste du monde. Mais il est évident que d'un point de vue géographique, avec nos voisins directs, que sont par exemple l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, il est évident que naturellement, la Belgique et naturellement la Suisse, on aura plus d'échanges. Mais vous croyez par exemple qu'un pays comme la Suisse n'échange pas avec les pays alentours, ne coopère pas avec les pays alentours? Évidemment que oui, sauf qu'ils ne sont pas dans le carcan de l'Union européenne et eux, ils sont entièrement souvent, ils ont le contrôle de leur politique économique, monétaire, sociale. Et d'ailleurs, la Suisse, c'est sans doute le pays d'Europe qui s'est le plus enrichi sur les 50 dernières années. Il faut savoir que dans les années 50, le niveau de vie en Suisse était quasiment équivalent à celui en France. Vous voyez maintenant la différence avec un SMIC qui est près à près de 4 000 francs en Suisse quand il est à 1 500 euros en France. Donc la Suisse, c'est par exemple l'exemple concret qui montre qu'un État-nation qui est pourtant de 8 millions d'habitants, qui n'est pas de 67 millions comme la France, qui est beaucoup plus petit, qui n'a pas d'armée, s'en sert beaucoup mieux que la France. Alors, s'en sort beaucoup mieux que la France. Pourquoi voudriez-vous que la France, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, beaucoup plus peuplée, n'arriverait pas à s'en sortir quand vous avez des pays comme la Suisse, la Norvège qui y arrivent? En fait, c'est du renoncement et ceux qui vous disent ça, ce sont des gens finalement qui ne croient pas en la France. Alors, salut les amis qui nous ont rejoints. Il y a Benjamin là, qui apprécie le débat. Vous avez parlé tout à l'heure du carcan de l'Union européenne qui parfois enferme les États qui sont dans l'Union européenne. On voit qu'il y a quand même des États qui arrivent peut-être à mener leur propre politique, à jouer leur propre musique. Je pense notamment à la Hongrie de Viktor Orban ou à l'Italie de Matteo Salvini lorsqu'il était Premier ministre, ou d'autres pays aussi qui ne sont pas non plus dans une logique très fédérale, mais qui arrivent dans le cadre de l'Union européenne à quand même garder une forme, on va dire, d'indépendance. Et est-ce que ce n'est pas un problème en France de volonté politique? Puisqu'on voit qu'il y a quand même une marge de manœuvre assez importante. L'Europe, quels sont les moyens concrètement de l'Union européenne par rapport à quelqu'un comme Orban ou Salvini, à part des déclarations publiques un peu hostiles? Sur le fond, ils sont pas allés jusqu'à la sanction économique ou jusqu'à une procédure de sortie de l'Union européenne, notamment sur la question migratoire, où la Hongrie avait eu une politique qui était un peu différente de celle de l'Union européenne et notamment des États comme la France et l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas un problème de volonté politique? Est-ce qu'en France, on ne peut pas dire qu'on reste dans l'Union européenne, mais en fait, on essaie de l'adapter un peu à notre sauce, quoi. Un peu comme les Ça, c'est aussi illusoire. C'est de la com et c'est du trompe-l'œil. Viktor Orban a dit lui-même il y a une semaine qu'il allait se conformer à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de ce point de vue-là. Et où on parle d'immigration, c'est-à-dire que l'immigration en Hongrie ou en Pologne sont souvent cités. L'immigration a explosé dans ces pays-là. Ils ne sont pas maîtres de leur politique migratoire. Ils font de la communication. C'est la même chose pour Matteo Salvini. En fait, Matteo Salvini, il a fait de la communication sur le seul élément où il avait le levier, c'est-à-dire
l'immigration illégale. Mais l'immigration illégale, vous avez le droit de lutter contre l'immigration illégale parce que, par définition, c'est illégal. Mais l'immigration légale, qui est une politique migratoire de l'Union européenne, elle n'a pas du tout baissé quand Matteo Salvini était au pouvoir. Donc c'est de la communication, mais concrètement, ils n'ont pas les manettes. Matteo Salvini, quand il était au pouvoir avec le M5S, ils avaient voulu d'ailleurs proposer un budget qui était un peu plus ambitieux, qui était pourtant dans les 3% de déficit, mais parce que le contenu du budget n'était pas raccord avec les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, qui sont les injonctions que la Commission européenne donne chaque année, un peu la feuille de route politique et sociale que les pays doivent faire, parce que le fond, à savoir de pouvoir avoir une retraite anticipée, une sorte de RSA et des dépenses publiques un petit peu en hausse ne plaisait pas à l'Union européenne. L'Union européenne, au contraire, a menacé de l'amende de 0,2% du PIB et le gouvernement Salvini M5S avait justement refusé parce que vous ne pouvez pas ne pas le faire, sinon vous êtes condamné par la Cour de justice de l'Union européenne. Et il faut savoir que même dans les législations nationales, le droit européen est supérieur au droit français. Donc, ce n'est pas seulement la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que même les tribunaux nationaux appliqueront le droit européen également. Et donc, Salvini, vous avez vu d'ailleurs qu'il a été poursuivi par un tribunal en Italie. Donc, en fait, vous êtes dans ce carcan-là, et à part faire de la com, faire quelques opérations coup de poing, fondamentalement, vous n'avez le contrôle sur rien de toutes les grandes politiques. Donc, c'est nécessaire pour reprendre le contrôle de faire ce Frexit. Et c'est pour ça que le référendum est essentiel, de poser la question aux Français, est-ce que oui ou non, vous souhaitez reprendre le contrôle? Et je pense qu'après un grand débat où il y aura les enjeux qui seront très clairs, parce que c'est la grande différence, un référendum avec une élection présidentielle, c'est qu'une élection présidentielle, finalement, l'Union européenne n'est qu'un sujet parmi les questions économiques, sociales, l'agriculture, la culture, et vous allez avoir un petit regardé Union européenne, alors que si vous avez un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ce sera uniquement sur ce sujet-là, avec les arguments pour, les arguments contre, et je suis persuadé qu'à ce moment-là, le peuple français votera pour reprendre le contrôle et donc votera pour faire le Frexit. Salut les amis qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à partager et à réagir auprès de notre intervenant. Alors là, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe en France et notamment la pratique. Donc, les idées, c'est de sortir la France de l'Union européenne pour rester dans l'Europe, le continent européen, la communauté européenne et bien évidemment avoir plus de liberté, reprendre le contrôle, comme vous dites. Mais comment on fait ça concrètement? Parce qu'il y a des élections en France. Donc, c'est quoi le paysage aujourd'hui? Quand on regarde un petit peu le paysage de ceux qui se réclament du souverainisme en France, on a un paysage assez éclaté, on a plein de petits partis, on a votre mouvement. C'est quoi concrètement, vous positionnez comment en fait? Vous êtes de droite, de gauche, c'est de l'en même temps, c'est quoi votre positionnement pour ceux qui Nous, ne on le connaissent pas aujourd'hui? Nous, on ne se positionne pas en tant que force de droite ou de gauche parce que pour nous, reprendre le contrôle et la souveraineté, ce n'est pas quelque chose qui est de droite ou de gauche, c'est même la base en fait de la démocratie. Et nous, notre idée, en fait, c'est de dire pour obtenir, parce qu'on va se battre pour obtenir ce référendum sur l'appartenance à l'UE, il y a plusieurs façons de l'obtenir si vous regardez un côté pragmatique. Il y a évidemment le référendum d'initiative présidentielle. Donc nous aussi, ça peut se faire de ce point de vue-là, dans une coalition qui militerait pour ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Évidemment, on va activer cette piste-là parce qu'on ne ferme aucune porte, mais sinon, on n'est pas un parti électoraliste, donc on va évidemment activer aussi la pression sur l'exécutif, quel qu'il soit, pour obtenir ce référendum sur l'Union européenne, exactement comme l'avait fait Nigel Farage au Royaume-Uni. Nigel Farage n'a pas gagné l'élection générale, mais il a mis une telle pression que les partis du gouvernement se sont saisis de cette question par électoralisme et ont mis le référendum sur le Brexit dans ce qu'ils appellent le manifesto, qui est le programme. Il y a ça, et il y a l'autre option, on ne ferme aucune porte, c'est là aussi de mettre une pression sur les parlementaires et les sénateurs pour obtenir un référendum d'initiative partagée, comme il y a eu d'ailleurs pour ADP. Et dans ce cas-là, on se battra pour recueillir le nombre de signatures, même si à l'heure actuelle, il est vraiment très élevé. Et on a l'impression que c'est fait pour qu'il ne soit jamais mis en œuvre, mais on se battra aussi par ce biais-là pour obtenir. Donc en fait, si vous avez compris, nous, on va fermer absolument aucune porte pour obtenir ce référendum parce que c'est notre objectif principal et on va activer tous les leviers possibles pour obtenir ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne.
Et par rapport aux prochaines échéances qui s'annoncent, alors là, on a les élections régionales, départementales qui peut-être vont être reportées. Alors, je ne sais pas si c'est Oui, une je peux option. vous dire que c'est même sûr que Emmanuel Macron va les repousser parce que c'est ce qui l'arrange infiniment. Donc, je peux déjà vous annoncer d'ores et déjà un petit scoop que les régionales seront reportées. On prend le scoop et on verra. Mais est-ce que ça vous intéresserait, vous, justement, d'envoyer des candidats, justement, participer à ces élections-là qui ne sont pas directement liés à la question européenne, ou est-ce que vous allez plutôt enjamber ces échéances pour aller sur 2022? Nous, encore une fois, on n'a pas une vocation électoraliste et ce n'est pas avec les élections régionales qu'on va pouvoir obtenir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Donc, on ne va pas aller faire les politicards, aller quoi qu'il arrive sur toutes les élections. Ce n'est pas du tout le but du mouvement. Encore une fois, s'il y a une possibilité dans le cadre d'une coalition à la présidentielle et qu'on peut aider pour que le candidat mette en œuvre le référendum, évidemment qu'on va les aider, mais on n'est pas dans une dimension électoraliste. Donc, on n'est pas dans cette tambouille-là, si vous voulez. Et justement, pour 2022, l'élection intéressante, c'est l'élection présidentielle, et après les élections législatives, qui permettent d'avoir une majorité à l'Assemblée et le président. L'idée, c'est d'avoir un président qui soit potentiellement favorable à vos idées, donc au Frexit. Comment on fait d'ici 2022 pour avoir une union de tout ce spectre, on va dire cette partie du paysage politique souverainiste? On a plein d'acteurs différents. On a Florian Philippot, on a Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, on a l'UPR, on a Mélenchon, dans une certaine mesure aussi, qui est un peu plus mitigé sur l'Union européenne, mais en tout cas, une partie de ses troupes semble convaincue par ça. Comment on fait pour réunir toutes ces personnes autour d'un projet? Alors, le projet semble être clair pour tout le monde, c'est le Frexit, et je pense que tout le monde est un peu Non, favorable. justement, je pense pas. Ils sont pas tous pour un Frexit direct. Et moi, je pense que le plus grand dénominateur commun entre toutes les personnalités qui souhaitent reprendre plus ou moins le contrôle, je pense que c'est ce référendum sur l'Union européenne. Je vois aucun d'eux en fait le pouvoir décemment le refuser. Donc nous, on va aller discuter avant 2022 avec tout le monde. On va mettre sur la table cette option du référendum et on va voir comment réagissent les uns les autres à gauche ou à droite à cette question-là. Donc très clairement, on discutera avec tout le monde. Alors, peut-être une dernière question. Vous pensez quoi de l'initiative de Michel Onfray qui a lancé son Front populaire, qui lui a rassemblé justement des gens de droite et de gauche, et je crois aussi d'ici et d'ailleurs, comme il dit. C'est quoi, comment vous voyez cette initiative qui a plutôt bien marché dans l'opinion? Il est souvent invité pour parler dans les médias, il développe sa réflexion, il évoque souvent l'État maastrichtien, comme il le dit. C'est quoi cette initiative? C'est quoi votre rapport par rapport à cette initiative? Vous êtes plutôt d'accord? Vous voyez peut-être y participer? Est-ce que ça peut être un bon moyen peut-être pour vulgariser la réflexion, ou en tout cas simplifier la réflexion pro-Frexit, qui parfois peut être compliquée. Moi, quand je vois des débats sur des personnes qui sont sur ce sujet-là, c'est très technique. Souvent, il y a des articles de l'Union européenne, des arrêts, machin. C'est très compliqué, alors qu'on voit qu'il y a quand même une réflexion qui est plus transversale chez Michel Onfray. Comment vous voyez cette initiative du Front populaire? Écoutez, moi je la vois d'un très bon œil, hein. J'ai déjà d'ailleurs écrit 4 articles pour Front Populaire. Donc très clairement, je la vois d'un bon œil et je pense que c'est typiquement le genre de démarche qui est très utile, qui permet à tout le monde de se parler, qui met au cœur du débat la souveraineté, cette idée de reprendre le contrôle. Et je pense que cette démarche de Michel Onfray et de Stéphane Simon, elle est excellente et elle va dans le bon sens. Donc je ne peux pas vous dire autre chose là-dessus. Le mot de la fin, je vous laisse le mot de la fin peut-être pour conclure. Je pense qu'on a balayé un peu tous les sujets, à la fois l'actualité et puis le cœur de votre réflexion. Quel serait votre mot de la fin? Ben, j'ai envie de dire dans cette période difficile aux Français, qu'effectivement on va traverser des périodes très difficiles sur le plan économique et social après cette crise du Covid-19 et que finalement la réaction naturelle qu'il pourrait y avoir, qui est une sorte de repli sur soi et de sortir de la sphère publique pour se renfermer sur la sphère privée, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut au contraire se réinvestir publiquement parce que c'est par la dimension politique du combat qu'on pourra changer les choses. Et il va falloir
quand on nous a parlé pendant toute cette crise de souveraineté et autres, on a eu ces belles paroles. Il va falloir mettre ceux qui ont fait ces promesses en face de la responsabilité. Il va falloir obtenir cette souveraineté. Il va falloir reprendre le contrôle et tout le combat du Frexit pour éviter l'effondrement de la France. Il sera là juste après cette crise. Et j'espère que tous les Français seront au rendez-vous. En tout cas, à Génération Frexit, on se battra inlassablement pour ça et pour obtenir ce référendum sur l'appartenance à l'UE. En tout cas, merci à vous pour cet échange. C'est très intéressant d'avoir votre perspective sur l'actualité et bien sûr sur le souverainisme et la question du Brexit. On salue tous nos spectateurs qui sont restés avec nous jusqu'au bout et puis ceux qui nous verront après. Si vous êtes intéressé par l'initiative de Charles-Henri Gallois, n'hésitez pas à le contacter et à aller voir la page Facebook de Génération Frexit. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. C'est le dernier débat, dernière discussion avant le confinement. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon confinement. J'espère que ça va bien se passer, mieux que la première fois pour le coup. En tout cas, nous, on va continuer à faire des débats et des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et bien sûr à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je remercie encore une fois Charles-Henri Gallois pour sa disponibilité et pour cet échange. Et je vous dis une très bonne soirée à tous et à très vite. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.